Oui, alors donc ce livre de Jacques Jorquin, La dernière passion de Napoléon, est bien sûr consacré à la bibliothèque de Sainte-Hélène, mais avant tout à une passion assez méconnue de Napoléon pour la lecture. Napoléon était un lecteur compulsif, d'une part, et d'autre part un collectionneur de livres, entre guillemets, ou en tout cas quelqu'un qui était très intéressé par la constitution de ses bibliothèques et par les livres qui l'entouraient en général. Et le livre de Jacques Jorquin, de ce point de vue-là, est d'abord passionnant, puisque Napoléon, depuis qu'il est en fait étudiant à l'école de Brienne, lit beaucoup, lit de tout. D'abord des ouvrages qu'il qualifie d'utiles, donc en fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des ouvrages de sciences humaines, hein, d'histoire, de géographie, pourquoi pas de philosophie. Mais aussi, parfois, ça lui arrive pour se décontracter de lire de la fiction, en fin de compte, ce qu'on appellerait de la fiction aujourd'hui, c'est-à-dire des romans par exemple, donc pour son propre intérêt, dirons-nous son propre plaisir, mais aussi parce que Napoléon, comme nous le savons, exerçait une censure assez sévère à l'égard des livres, ou en tout cas il était très intéressé par les livres qui étaient publiés, parce que c'était aussi un révélateur de l'opinion, et ça, en homme politique avisé, ça l'intéressait beaucoup, et donc Napoléon s'intéressait beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouveautés, en fait. Il lisait toute la production littéraire française, et il demandait aux gens qui étaient en charge de lui fournir des livres, à la fois dans ses palais ou parfois quand il était en voyage, de lui fournir des nouveautés qui leur paraissaient essentielles pour comprendre l'opinion de la France. Napoléon, c'est aussi, donc, on le disait en introduction, un grand passionné de bibliothèque. Lui-même a caressé le rêve toute sa vie sans jamais y parvenir d'avoir une bibliothèque mobile, une bibliothèque de campagne qui l'aurait accompagné partout au fil de ses batailles. Il s'occupait d'ailleurs lui-même de l'enregistrement, de la composition, de l'organisation de ces bibliothèques. Il avait bien sûr un bibliothécaire particulier, mais enfin, il se mêlait beaucoup de cette tâche. Ce livre s'intitule La dernière passion de Napoléon, sous-titré La bibliothèque de Sainte-Hélène. C'est donc assez révélateur de ce qu'il est, c'est-à-dire que la bibliothèque que Napoléon a réussi à constituer à Sainte-Hélène, assez modeste hein, en comparaison des bibliothèques qu'il avait eues dans ses palais ou évidemment quand il était chef d'État, c'est la dernière obsession, entre guillemets, de Napoléon, c'est-à-dire le dernier endroit, le dernier lieu où il peut exercer, bien sûr, son pouvoir, ça va de soi, puisque à Sainte-Hélène, c'est un prisonnier qui n'a plus rien du faste et de la prestance qu'il avait avant, mais aussi évidemment son énergie, car ça réclame de l'organisation, ça réclame aussi de faire parvenir des livres depuis la France, donc c'est à la fois un travail de compilation, d'organisation, de méthode, et il travaille beaucoup pour se faire avec celui qu'on appelle le Mamelouk Ali, hein, en fait, qui était donc Saint-Denis, un Mamelouk entre guillemets, qui n'avait rien de mamelouk, mais qui emportait le titre, qui l'a accompagné depuis très longtemps, qui l'a accompagné à Sainte-Hélène. Et donc Saint-Denis était devenu, comme Napoléon l'appelait lui-même, le gardien de ses livres, le garde des livres de l'empereur. Et donc à lui la charge de composer le catalogue exact de la bibliothèque, de l'entretenir, car la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est aussi une vraie administration sur laquelle donc Napoléon exerce son pouvoir, son influence et dépense son énergie là-dedans, puisque ça doit être méticuleusement soigné et organisé. Donc c'est une autre histoire de Sainte-Hélène que l'on découvre avec ce livre, puisque c'est le Napoléon lecteur qui d'ailleurs passe son temps à organiser sa bibliothèque, mais à lire avec parfois beaucoup d'agressivité, car il dépense aussi, ou plutôt il fait passer ses sautes d'humeur sur les livres. Ce sont des images très célèbres hein, qui sont rapportées par tous les mémorialistes de Sainte-Hélène, d'un Napoléon lisant, balançant les livres en se plaignant de leur mauvaise qualité, les traitant d'immoraux, ça lui arrive aussi parfois. Mais enfin, tout cela révèle quand même que cette passion aura bien été une des plus durables de sa vie. Ce livre, c'est un livre de Jacques Jorquin. Il faut préciser pour ceux qui ne le savent pas, peut-être les plus jeunes, que Jacques Jorquin, c'est l'homme à qui l'édition française doit toute sa productivité napoléonienne. Je veux dire par là que s'il y a autant de livres sur Napoléon, le consulat et l'Empire publiés, si, pour le dire vulgairement, ce sujet fonctionne et bankable, c'est en grande partie grâce au travail que toute sa vie a effectué Jacques Jorquin, à la tête bien sûr des éditions Taillandier, mais aussi à la tête de toutes les éditions scientifiques de sources qu'il a éditées lui-même, avec une précision, une méticulosité, un professionnalisme que tout le monde lui reconnaît. Donc je veux dire que ce livre, qui est le fruit de plus de 15 ans de travail, est véritablement l'œuvre d'un homme qui est à l'origine de tout ce que, par exemple, ce bicentenaire a révélé de productivité, de travail et de mise à disposition du grand public de toutes les connaissances sur le monde napoléonien. De ce bicentenaire de Napoléon, je retiendrai d'abord la formidable productivité artistique, culturelle,
J'ai vu des centaines de livres publiés, qui d'ailleurs ont connu pour la plupart d'assez bons succès de presse et commerciaux, des expositions, pour la plupart toutes intéressantes, dans leur registre, scientifique, grand public, concentrées sur la mort de Napoléon ou sur l'ensemble de son aventure. J'ai vu aussi, on va dire, une presse tout à fait attentive à ce bicentenaire, qui a beaucoup donné. On ne compte plus les hors-séries, les dossiers consacrés à Napoléon. Et j'ai vu aussi, peut-être, c'est le plus important, on va dire une normalisation de Napoléon. C'est-à-dire que on constate aussi que en 2021, l'image qu'on avait de Napoléon, d'un tyran sanguinaire, misogyne, odieux, qui aurait provoqué toutes les guerres destructrices d'Europe au début du 19e siècle, qui aurait provoqué la mort de centaines de milliers de personnes. Enfin, toutes ces images, au fond, d'Épinal, qui méritent d'être corrigées, car elles sont évidemment expéditives et comment dirais-je, et simplistes, toutes ces images ont été corrigées par ce bicentenaire, qui a donc permis de mettre à jour l'état de la recherche et de communiquer cet état de la recherche au plus grand public. Donc je crois que ça a été un moment, au fond, de consensus national autour d'un sujet qui parfois fait débat, mais dont tout le monde s'est accordé à dire qu'il méritait d'être étudié et redécouvert. Et je pense que de ce point de vue, le bicentenaire est un vrai succès. Napoléon, pour moi, c'est l'homme qui n'aimait pas beaucoup la liberté pour les autres, mais qui l'adorait pour lui-même. C'est l'homme qui a donné des coups de pied dans les portes pour les ouvrir. C'est la statue de la Révolution française, c'est-à-dire la preuve que nous n'avions pas déclaré certains principes en vain, qu'effectivement, on pouvait naître dans une petite ville d'une région récemment acquise du Royaume de France et parvenir aux plus hautes fonctions. C'est la démonstration aussi que l'énergie, la volonté, parfois, payent, que tout est possible. Ça ne se produit pas toujours exactement comme on le concevait ou comme on le rêvait, mais en tout cas que c'est une chose réalisable. Donc Napoléon, pour moi, c'est un modèle de liberté qui n'a rien de politique, mais qui parle à tous les individus.